Ok, bonjour à tous. Bienvenue au saut de JS Given. Donc, je suis en mission pour Xebia chez Fluo, qui est une startup dans le domaine de l'assurance. Et je travaille dans cette mission avec Florent, qui est avec nous ce matin, et que je vais laisser se présenter. Du coup. Je m'appelle Florent Legal, je suis développeur full stack depuis 13 ans. Je travaille actuellement chez Fluo. J'étais chez Xebia il y a 2 ans maintenant. Donc je vais vous présenter, avec Arthur, on va vous présenter JS Given, un outil donc pour faire du BDD en JavaScript. C'est un outil open source que j'écris depuis maintenant 1 an, et depuis 6 mois on a vraiment on a pas mal bossé dessus, et du coup on l'utilise chez Fluo. Et on ne peut pas vous présenter JS Given sans parler du problème que JS Given essaie de résoudre, à savoir comment faire du BDD. Du coup, bon, je sais qu'on est chez Xebia, mais vous connaissez tous le trigramme TDD, Test Driven Development. Ok, BDD, vous voyez tout ce que c'est? BDD, ça ne veut pas dire base de données, hein, parce que tous les candidats qu'on voit nous disent BDD c'est base de données. Non, BDD c'est Behavior Driven Development. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec la notion de documentation vivante? Alors, la documentation vivante, c'est un des buts du BDD, de produire une documentation qui est mise à jour automatiquement. Et c'est le but de JS Given. Donc, au cours de cette presse, on va vous présenter le BDD, la documentation vivante, les différentes solutions qu'on a sur le marché. On présentera JS Given et on fera une démonstration sous forme de live coding de l'outil en TypeScript. Ok, donc avant de parler de documentation vivante, juste un point sur la documentation. En général, tout le monde aime bien l'utiliser, mais tout le monde n'aime pas forcément l'écrire. Et le problème qu'on rencontre, du coup, c'est qu'elle n'est pas forcément tout le temps à jour au niveau de ce qui a été développé. Donc, une solution pour pallier à ce problème, c'est d'écrire de la documentation différentielle. On rédige uniquement ce qu'on a rajouté au produit, les nouvelles fonctionnalités par rapport à l'existant. Ça, c'est plus pratique à la fois pour écrire des stories, c'est pratique pour les développeurs parce qu'ils se basent sur ce qui est déjà dans le code pour rajouter du fonctionnel. Mais en revanche, si on cherche à connaître vraiment une fonctionnalité, ce qui a été développé, ce qui est dans le code, il faut faire du coup un agglomérat de toutes les stories qui ont été écrites sur le sujet. C'est une étape qui peut être difficile, qui peut être longue et parfois même impossible si on a changé d'outil, passer de Trello à Jira ou quoi. C'est difficile du coup de revenir sur des tâches qui ont été écrites précédemment et développées. C'est pourquoi on a la solution de la documentation vivante. Donc la documentation vivante, c'est une documentation qui va s'écrire à partir de l'exécution des scénarios de test. Et du coup, si les tests sont les tests sont à jour. S'ils ne sont pas à jour, c'est que du coup, il faut les mettre à jour, les modifier. Ça veut dire qu'ils plantent ou alors qu'ils sont inutiles. Mais en tout cas, dans tous les cas, si c'est le cas, il est nécessaire de les réécrire. Et en les réécrivant, on écrit en même temps la documentation et on la met à jour automatiquement en exécutant les tests en question. Du coup, vous connaissez tous TDD, je ne reviens pas dessus. TDD, c'était proposé par Ken Beck, qui était à l'époque ingénieur chez Tektronix, qui aujourd'hui est coach chez Facebook. C'est lui qui a écrit JUnit dans le monde Java. TDD propose donc le cycle de travail que vous connaissez forcément tous, Red, Green, Refactor. Donc, je ne vais pas forcément y revenir dessus, vous connaissez tous. Alors, le BDD, les gens connaissent un petit peu moins. Ça a été découvert et proposé par Dan North en pratiquant TDD. Au début des années 2000, Dan North a découvert en fait plusieurs choses. Il a découvert qu'en fait les noms des méthodes, ça pouvait être les noms des méthodes de test, ça pouvait être des phrases. Et donc déjà, ça c'est une grande découverte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir son test JUnit en mettant test, le nom de la feature, on pouvait en fait, si on s'affranchissait de la convention Java, qui est d'écrire tout en camel case, donc d'avoir tout attaché. Si en faisant des phrases et en remplaçant les espaces par des underscores, donc en snack case, on arrivait à faire des phrases assez complètes. Et déjà, ça permettait que chaque test ait vraiment son contexte, d'expliciter exactement, d'avoir des tests qui soient beaucoup plus concentrés sur un use case en particulier.
Déjà, ça c'est une première innovation. Ensuite, en fait, il s'est rendu compte que finalement, le comportement qui est dans les tests, c'était peut-être plus important que le résultat du test. À savoir que c'est assez binaire, un test marche ou marche pas, mais en écrivant des tests vraiment explicites, etc., on arrive à spécifier du comportement. Et ça, c'est assez riche. Et c'est source d'interaction. Et du coup, en fait, avec ça, on peut faire converger toutes les équipes, notamment les équipes de dev, pour qu'elles parlent le même langage que les équipes métiers. Et ça, c'est assez commode. Et du coup, on amène plus de conversations, plus de collaboration entre les équipes. Alors, souvent, lorsqu'on parle de BDD, il y a 5 éléments qu'on a assez régulièrement. Donc on parle assez souvent de conversation et de collaboration. Je pense que c'est, à mon avis, l'un des piliers principaux. On parle souvent de 3 personnes, les développeurs, les testeurs, les product owners. Bon, il peut y en avoir plus, mais souvent ces 3-là sont impliqués. On parle de spécification par l'exemple. Et puis on va parler d'automatisation et de documentation vivante. Sachant qu'il y a des équipes, par exemple, qui font du BDD sans forcément faire de l'automatisation. Ça peut arriver que des équipes se concentrent juste sur la conversation, la collaboration, et que en fait, ça leur sert juste à écrire des scénarios qui vont être testés manuellement. C'est faisable. Et pareil, la documentation vivante, certains ne voient pas forcément l'intérêt. En tout cas, moi, je trouve, souvent, quand on parle de BDD, on a ces 5 choses. Et alors, j'ai parlé de spécification par l'exemple. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que c'est? Alors, la spécification par exemple, vous en faites déjà. C'est le Gherkin. C'est souvent utilisé given when then. C'est-à-dire pour écrire un test, on va donner un exemple. Et en fait, chaque méthode de test va être un exemple. Donc là, on va c'est le cas d'un distributeur automatique de billets. Le distributeur automatique de billets, on va spécifier quelles sont les choses minimum pour pouvoir implémenter ce distributeur automatique de billets. Donc on va avoir les 3 parties, given, when, then. Dans given, on va mettre les préconditions nécessaires avant de faire quoi que ce soit dans le test. Là, dans le when, on va mettre exactement ce qu'on veut qu'il se passe, enfin l'action qu'on doit faire. Et après, on va mettre toutes les assertions. Et du coup, ça nous oblige aussi à être assez concentré, à ne dire que ce qui est essentiel, parce que le but, c'est de lire ça. Donc là, lorsque le compte est positif, le scénario, c'est le cas nominal d'un distributeur de billets. Il y a de l'argent dans le distributeur. Donc le compte est créditeur. La carte est valide. Elle est associée à un compte et la date d'expiration n'est pas expirée. Elle n'est pas blacklistée, ni rien. Le distributeur contient de l'argent. Et lorsque la personne demande de récupérer de l'argent, on s'assure que le compte est bien débité, que l'argent a bien été distribué et que la carte est bien renvoyée. Voilà. Un autre scénario, ce serait par exemple lorsque le compte est à découvert. Eh bien, donc là, on va spécifier qu'est-ce qu'on a besoin pour ce scénario. Et on voit que là, comme différence, donc là, on a bien sûr le compte est à découvert, la carte est valide. Par contre, on se fiche de savoir si le distributeur contient du cash ou pas. Ça, c'est important ou pas, parce qu'en fait, c'est plus ou moins une faille de sécurité. C'est-à-dire, si vous avez un compte débiteur et vous voulez savoir si le distributeur contient du cash, vous pourriez essayer de retirer. Si vous avez un message qui vous dit « Attention, il n'y a pas assez de cash dans le distributeur », c'est une précondition. Donc, en fait, avec ça, ça vous force à n'écrire que ce qui est intéressant au test. Donc, pareil, on va réutiliser la même action ici, when the customer, lorsqu'on demande du cash. Et on va vérifier qu'on a bien donc, un message d'erreur qui est affiché, que le cash, que l'argent n'est pas distribué et que la carte est bien renvoyée. Ce n'est pas parce que vous êtes à découvert qu'il faut aballer votre carte. Voilà. Donc tout ça, c'est des spécifications par l'exemple. L'intérêt, c'est que c'est compréhensible par tout le monde. Et c'est assez pratique. Et du coup, ça nous amène à réfléchir à quels outils on peut utiliser. Quels outils on peut utiliser pour faire ça? Alors, il y a une approche... Ouais, je vais poursuivre. C'est l'approche texte brut, plain text. Donc là, il s'agit en fait d'écrire en premier lieu les scénarios en texte lisible. Donc ça, tout le monde peut les écrire du coup, à la fois les analystes, les développeurs, les testeurs. À partir de ce texte-là, les développeurs, eux, vont écrire les tests dans le code.
et vont faire une sorte de mapping entre ce texte qui a été écrit et le texte pour récupérer les valeurs à tester et les résultats. Et l'utilisation d'un outil comme JBehave ou Cucumber permet ensuite, à partir de ces tests, de générer un rapport de test. Donc, pour être plus explicite, on va passer à la suite. Donc, désolé. Non, pas de souci. Ici, on a donc à gauche le texte tel qu'il va être écrit par les membres de l'équipe, quel qu'il soit. Le scénario, on retrouve le gherkin avec le given, when, then. Et les différentes phrases, a stock and threshold of 15. En fait, on retrouve ici dans le given, dans du coup le code de mapping, on retrouve les mots-clés given, when, then et la phrase en question, a stock and threshold. Et en fait, en faisant une sorte d'expression régulière qui permet de récupérer le seuil ici et ensuite les autres valeurs du when et du then pour faire une assertion sur le test et pour jouer le scénario. Donc les avantages de cette approche, c'est que n'importe qui est en mesure d'écrire les tests, le plain text. En revanche, ce qui peut être gênant, c'est que les développeurs, eux, vont en général l'écrire dans la base de code, leurs tests et les comités. Si c'est des analystes, si c'est des membres qui ne sont pas forcément des codeurs, ils vont le faire sur un document Word, sur un doc Google, enfin du coup dans une zone qui sera extérieure à la base de code. Donc il peut y avoir une désynchronisation à ce niveau-là. Un autre point délicat, c'est le mapping. Ça s'adapte vraiment du coup à un type particulier d'écriture. Et si les tests sont amenés à évoluer, il y a une action qui doit être faite de la part des développeurs pour mettre à jour ces fichiers de mapping. Et ça peut prendre du temps, ça peut être contraignant. Donc on a une autre approche qui est l'approche JGiven, J pour Java. C'est un outil qui a été développé depuis 2014 par, rappelle-moi le nom, Yann Scheffer, exactement. Et il travaille du coup sur cet outil qui a une vision différente de l'approche précédente. C'est que cette fois, les scénarios sont écrits par les développeurs, vraiment directement dans le code. Et en fait, le texte que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le texte en plain text, il est généré à l'exécution de ces codes, en fait, de ces scénarios qui sont écrits dans le code. Et ce texte-là, ensuite, est visible dans une page HTML. En fait, on peut générer carrément tout un rapport HTML qui va permettre, cette fois, à n'importe quel membre de l'équipe, de vérifier les tests qui ont été joués, de vérifier s'ils sont tous OK, de les relire, si on a une connexion valide, bien sûr, et même de faire une recherche sur les tests pour rapidement retrouver un scénario de test. Donc ici, en vert, on voit qu'ils sont tous au vert, ils ont tous bien tourné. Donc là, en fait, ce qu'on retrouve, c'est le JGiven report de JGiven. Enfin, c'est-à-dire que cet outil s'utilise lui-même pour tester JGiven. Donc on retrouve les différentes features et les différents scénarios ici, avec un test qui est donc tout à fait lisible et avec du gherkin toujours, given, a report model, etc. Ce qui est assez pratique, c'est que là, on peut rechercher ici, par exemple, là, si je recherche tags, je vais avoir attrait à tous les tags, tous les tests qui parlent des tags. C'est assez commode, on peut ici naviguer par tag, c'est assez commode et les tags peuvent être hiérarchiques. Et ça, c'est quand même, cet outil, il est franchement pratique lorsqu'on a pas mal de tests. C'est vraiment une très bonne chose d'avoir ça. Du coup, je vais revenir à la présentation. Normalement, si je fais back plusieurs fois, ça devrait marcher. C'est une méthode. Alors, comment faire? Ah bah oui, c'est juste de mettre. C'est dans l'onglet. Voilà pour JGiven dans les détails. Et pour l'exemple, ici on a un test pour la conception d'une crêpe. Enfin, comment préparer une crêpe. La recette de la pâte à crêpe. La recette de la pâte à crêpe, exactement. Donc une crêpe peut être cuite à partir d'un œuf, de lait, de farine. Donc on retrouve ce que disait Florent, c'est-à-dire le nom du test, c'est vraiment la phrase descriptive du test. Et on a ensuite des fonctions given, when, then qui vont permettre de nous spécifier les différents arguments. Donc given, tous les ingrédients. When, donc là c'est le cuisinier qui mélange la pâte, cuit la pâte sur a pan, voilà, je sais plus du coup. Sur une poêle. Une poêle, ouais. En français c'est compliqué. Et donc il résulte en une crêpe. Donc c'est des tests qui sont assez simples, très lisibles.
assez rapide à écrire et super rapide du coup pour un développeur de mettre à jour les tests et de les faire évoluer, les scénarios. Il y a un truc qui est quand même assez riche, c'est que là, c'est du code, c'est typé. Ici, en fait, c'est facile, ça se refactor vraiment bien. Et pour un développeur, je dis bien pour un développeur, il est capable de lire. Et il sait faire abstraction des appels de méthode, etc. Vous savez tous lire du code comme ça. Un analyste aura besoin probablement du rapport, mais en tout cas, un développeur, lui, il sait lire ça. Voilà, donc à partir du test précédent, du code, on va générer le rapport. Dans le rapport, on va retrouver le scénario, comme on a dit tout à l'heure, en plain text, donc vraiment lisible cette fois, dans le rapport par n'importe quel utilisateur du projet et sur le rapport HTML. Ok, alors moi je vais vous parler de JSGiven, donc l'outil que je développe maintenant depuis 1 an et demi. Alors, JSGiven, la première chose c'est que c'est un portage JavaScript de JGiven. C'est un portage JavaScript dans la mesure où en fait j'ai porté le runner, toute la partie propre à JGiven permettant de faire du BD, je l'ai porté en JavaScript, mais j'ai gardé, je dirais, la même approche et les mêmes concepts que JGiven. Parce que je trouve que ces concepts sont bons et l'approche est vraiment intéressante. Et j'ai gardé aussi le même outil de reporting HTML. Et ça, c'est quand même c'est assez commode. Ça m'a quand même enlevé une bonne épine du pied, à savoir faire un outil de reporting assez sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'Yann Schaeffer a sorti l'outil de reporting et il l'a publié dans un projet NPM à part. Du coup, c'est assez facile à maintenir. On peut assez facilement contribuer dessus. L'outil, il est en Angular 1, assez classique, mais il fait le job. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Il est vraiment efficace. Alors, pour vous montrer rapidement le projet, je vous montre donc le site web jsgiven.org. Donc voilà, vous aurez retrouvé le même exemple qu'on a ici. J'ai écrit un guide utilisateur qui est assez riche. Il va peut-être falloir que je commence à le splitter en plusieurs pages. Voilà, qui explique exactement tout ce que vous, enfin, qui vous prend par la main et vous explique comment faire les choses au fur et à mesure. Donc tout ça, je vais vous le montrer dans le live coding. Ça sert à rien de le regarder. En tout cas, c'est assez riche. Si vous cherchez quoi que ce soit, là, ici, vous allez pouvoir rechercher, par exemple, si vous cherchez comment intégrer JSGiven avec Mocha, vous allez pouvoir rechercher ici. On a la recherche qui est fournie par Algolia. Donc c'est assez cool. Voilà, alors le projet, je vais vous montrer le GitHub du projet. Voilà, il y a une pull request qui est arrivée pendant la nuit, c'est cool. D'accord, non, il vient d'arriver à l'instant, il est toujours en cours de build. Donc voilà, c'est assez riche. N'hésitez pas à proposer des issues. Pour l'instant, il y a pas mal. Il y a l'auteur de JGiven a proposé déjà pas mal d'issues. Donc en tout cas, le projet est assez actif. J'essaie de faire une release à peu près tous les mois et demi. Voilà. Du coup, je vais revenir à la présentation. Alors, un peu plus en détail techniquement. JSGiven peut être utilisé avec n'importe quel runner qui tourne dans Node.js. N'importe quel runner, ça veut dire que vous pouvez le faire tourner avec Jest, le runner de Facebook, vous pouvez le faire tourner avec Jasmine, avec Mocha, avec Ava, avec Protractor, avec WebDriver. Le seul runner qui n'est pas supporté pour l'instant, c'est Karma, parce que Karma ne fonctionne pas dans Node, Karma fonctionne dans un navigateur. Et Karma, il y a deux process, en fait, il y a un process Node qui sert à lancer les tests, à ouvrir un navigateur, et après tous les tests s'exécutent dans ce navigateur. Du coup, ça nécessite d'écrire une sorte de bridge entre les deux pour les faire communiquer, chose que je n'ai pas encore faite. Et le jour où il y aura le besoin, on le fera. Donc ça, c'est fondamental. C'est qu'en fait, ça tourne avec n'importe quel runner. Donc en fait, vous n'avez rien à changer par rapport à votre configuration de prod. Et vous n'avez pas non plus à changer vos habitudes. C'est-à-dire que si vous utilisez Mocha et Shai, vous pouvez continuer à utiliser Shai comme librairie d'assertion.
comme librairie de mocking, si vous utilisez Sinon, vous pouvez continuer à utiliser Sinon. Si vous utilisez la librairie de mocking de votre framework, à savoir, par exemple, dans Jest, il y a les assertions de Jest et il y a le mocking de Jest, vous pouvez continuer à l'utiliser. Et ça, c'est assez cool. Ça ne change pas votre mode opératoire. Du coup, l'intégration de JSGiven, elle se fait de façon assez simple, en fait. Vous commencez à écrire des tests JSGiven qui sont toujours exécutés par votre runner, par votre intégration continue. Alors, on peut l'utiliser en JavaScript moderne, donc de l'ES6, ES 2017. On peut l'utiliser en JavaScript classique, en ES5 sans classe, même si moi je ne le recommande pas, mais c'est faisable. En tout cas, vous allez voir dans le live coding, les classes sont quand même assez utilisées, assez pratiques. Et vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel langage qui compile en JS, CoffeeScript ou TypeScript. Et ça, c'est quand même pas mal. Et notamment, on supporte le typage statique. Et ça, moi, je suis assez fan de ça. Parce que quand on écrit des tests et qu'on veut pouvoir les refactorer facilement, le typage statique, ça peut vous aider. Donc, ça utilise TypeScript ou Flow. JSGiven est écrit en lui-même en ES 2017 et Flow. La démonstration que je vais vous faire est en TypeScript. En tout cas, c'est assez cool. Moi, j'aime bien ça. Et pour moi, c'était très important d'avoir du typage pour que l'expérience utilisateur elle soit assez bonne. On va passer à la démo. Tu veux une chaise? Du coup, je vais m'asseoir. Ok, alors, on va se mettre en mode ok, cool. Du coup, je vais utiliser Visual Studio Code. Alors là, j'ai setupé un petit projet assez simple. Du coup, juste pour vous montrer comment ça marche, l'intégration elle est assez simple. Elle se fait avec la commande on continue à utiliser le runner de test que vous utilisez habituellement. Vous voyez là où vous voulez que je zoome un petit peu? Un petit peu. Ok, on va zoomer. Ici, je vais mettre ça en 22. Oula. C'est un peu mieux, ou même 24. Ouais, 24, ça a l'air pas mal. Ouais, là, je pense que là, c'est pas mal. Du coup, donc là, on a un projet JavaScript qui est setupé de façon assez simple. On utilise Jest, on utilise JSGiven, on utilise le compilateur TypeScript. Donc, on a un script test qui lance Jest. J'ai juste configuré en fait une tâche en post-test pour pouvoir lancer la génération du report après. Et ici, cette tâche-là qui vous permet, même si les tests se sont plantés, de générer quand même le report. C'est assez pratique si les tests sont en erreur, de pouvoir avoir un report qui soit quand même généré. Il faut que je travaille sur l'intégration avec Jest pour mettre en place le mécanisme qui va permettre en fait de lancer JSGiven lorsque les tests se sont terminés, ce qui permet d'utiliser le mode watch de Jest, parce que Jest prend un petit temps à démarrer. Donc là, j'ai fait une commande test watch qui lance les tests en tâche de fond. Du coup, on devrait voir le résultat des tests ici en bas. Donc c'est assez commode. Alors, on va repartir en fait du même exemple que je vous ai fait tout à l'heure, à savoir le distributeur automatique d'argent. Donc on a 3 classes à tester. Une classe principale qui est le cash dispenser. Donc là, c'est du TypeScript. C'est assez simple. On a un constructeur qui prend en paramètre le montant en fait, d'argent qu'il y a dans le distributeur automatique. Donc là, c'est juste un nombre. On a une méthode qui s'appelle requestCache qui permet, donc à partir d'une carte et d'un montant, de récupérer le résultat. Et donc là, en fait, le type de retour, c'est un objet dans lequel il y a une propriété OK qui vous dit si oui ou c'est oui ou non. Est-ce que la carte a été renvoyée? Est-ce qu'on a renvoyé du cash? Et si oui, combien? Donc un nombre. Et un message d'erreur qui peut être présent ou pas présent. Donc on va tester toute cette implémentation avec.
c'est assez simple. Pour ça, on a deux autres objets. La carte. Donc une carte, en fait, en gros, elle est liée à un compte. Donc elle prend en constructeur le compte et c'est tout. Et on a le compte ici qui prend en paramètre un solde avec une méthode asCredit, avec une méthode recordCashDispense, donc là qui va modifier modifier le solde. Bon, en vrai, si on était une banque, on ne ferait pas ça. Hein. Le calcul du solde, on ferait plutôt un système événementiel où on loguerait chaque transaction. Là, pour la démo, on va faire du mutable. C'est pas très joli, mais en tout cas, ça fonctionne. Du coup, pour l'instant, on a un test. Donc c'est ce scénario que j'ai mis tout à l'heure. Et là, pour l'instant, on l'a écrit de façon assez classique avec, dans une méthode, on a tout notre test. Donc on a la partie given ici, la partie when ici, et toutes les assertions un petit peu en vrac. Et donc, je vous propose de brancher JSGiven là-dessus. Donc la première chose à faire, c'est d'importer déjà JSGiven. Alors, on va l'importer. Donc c'est un module publié sur NPM. Et la première des fonctions importées, ça s'appelle Setup for RSpec. Alors Setup for RSpec, il faut l'appeler dans chaque test. Pourquoi il faut faire ça? Jest fonctionne comme ça. Jest en fait se débrouille pour que chaque fichier de test qui est chargé tourne dans un worker node séparé. Du coup, on ne peut rien partager, du coup, on est obligé de charger ça dans chaque test. C'est un petit peu contraignant, mais en tout cas, il faut le faire. Et donc là, on va lui passer les méthodes describe et it qui viennent de Jest. Describe et it, c'est les mêmes qui sont appelés ici. Et du coup, JSGiven va se charger, lorsque vous appelez JSGiven, d'appeler ces méthodes describe et it de façon à structurer en fait que vos tests en fait, que vous écrivez avec JSGiven s'exécutent bien dans votre runner. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire notre premier scénario. Alors pour ça, je vais charger la méthode scenarios. Alors, on va l'appeler ici. Alors ici, il faut donner un nom de groupe. Alors le nom de groupe, l'équivalent en JGiven, c'est une classe. Ici, en fait, on peut nommer en fait une feature. Donc on va l'appeler CashDispenser. Ici, on va passer ce qu'on appelle le stage. Alors le stage, c'est quoi? C'est une classe dans laquelle il va y avoir toutes les assertions, tout le code qui va être appelé par votre test. Donc on va faire un stage qui s'appelle CashDispenser Stage. Et on va l'écrire après. Et là, donc on va passer une fonction qui va prendre les paramètres given, when et z qu'on va pouvoir utiliser après. Voilà. Alors, c'est ici qu'on mettra les tests. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il faut qu'on rajoute la classe CashDispenser Stage. Donc classe CashDispenser Stage, extend stage. Alors on doit étendre stage. Stage, il faut l'importer. Et là ça marche. C'est bon, il me l'a importé tout en haut. Du coup, ici dans le stage, c'est là où on va mettre en fait toutes les étapes de notre test. Donc on va écrire notre premier test. Alors notre premier test, donc on peut le faire, on peut écrire ça de façon assez simplement. CashDispenser, ou je sais pas, cash should be dispensed when account is in positive credit. Donc ça c'est notre premier test. Et pour ça il faut appeler la fonction scénario. Scénario qu'on va importer aussi. Et scénario, il faut lui passer les options ainsi que notre fonction de test. Voilà, et là on va pouvoir commencer à écrire notre premier test. Donc dans le Gherkin on avait quoi? Given the account is in credit. Donc je vais pouvoir appeler le given qui est passé en paramètre ici. Et given
the account is in credit. Alors, the account is in credit, ça va être une étape, ça va être un step. Et pour ça, je dois le rajouter ici dans le dispenser, dans la classe stage. Alors, sauf que TypeScript, il va un peu fort, il me dit que c'est un any, en fait, c'est une fonction. Ici. Donc là, toutes les fonctions, tous les steps dans JSGiven doivent renvoyer this, de façon à pouvoir chaîner les appels. Ça, c'est un peu la même idée qu'on retrouve dans JGiven. Ce qui est assez cool, c'est que TypeScript et Flow supportent le typage avec 2.10, ce qui permet d'éviter toutes les astuces qu'on a en Java, où on est obligé de faire une classe en fait, qui utilise le Curiously Recurring Template Pattern, à savoir c'est une classe de stage qui étend stage de cache dispenser stage. Donc du coup ça c'est assez pratique. Et donc alors ce que je vous propose pour l'instant c'est d'écrire tout le test de façon en laissant les méthodes vides à chaque fois. Donc on va continuer. Ici, alors end c'est une méthode en fait. Donc on peut l'appeler. The card is valid. On va pouvoir mettre des underscores. And. Et là ici on va pouvoir appeler cette méthode là, the dispenser contains cache. Ok. Alors il faut les rajouter. Ok, on va faire la suite, given when then. Donc je vais copier-coller tout ça, et on va le faire ici. On va aligner. Alors on va pouvoir appeler le when. Et on va pouvoir appeler then ici. La même chose ici. Et la même chose tout en bas. Tu pourras presque parser le fichier texte et le générer code là. Ouais, ce serait pourquoi pas. Enfin, oui, oui. Il faudrait, ouais, pourquoi pas. Ce serait un. En fait, l'intérêt, au final, ça peut paraître fastidieux. En vrai, on passe pas de temps que ça à l'écrire. Et en vrai, en fait, on le fait progressivement. Là, je suis parti d'un exemple comme ça, mais en pratique, c'est pas si long que ça. Du coup, on va rajouter les méthodes. On va rajouter aussi ces 3 autres méthodes. Tu connais JDhead? Ouais. Parse les fichiers texte en fonction des annotations que tu fous sur les. Ouais, c'était JBF que j'ai montré tout à l'heure. L'inconvénient de JBF, c'est que c'est pas dans le code en fait. Là, l'intérêt, c'est que nos tests restent quand même dans le code. Du coup, on a notre test qui fonctionne ici. Du coup, je vais pouvoir enlever. Ici, en fait, on avait un seul test au départ. Là, maintenant, on en a 2. Avec notre cache should be dispensed when account is in positive credit, qui correspond à ce test-là. Du coup, il n'y a plus qu'à implémenter le contenu. Donc, du coup, ça, c'est assez simple. Donc, la clé, en fait, voilà, c'est justement de réutiliser des étapes. Donc là, pour le the account is in credit, on va rajouter une propriété account. This.account égale new account. Donc ici, on va déclarer cette propriété. Je vais faire la même chose pour la carte et le cache dispenser.
Donc the card is valid, bah, grosso modo la carte est liée au compte. Donc on va créer une carte. Hop. On déclare la carte. Et enfin le cash dispenser contient de l'argent, on va créer aussi le cash dispenser. Donc là, ces définitions-là, elles servent uniquement à TypeScript. Hein. En JavaScript, normalement, on n'en aurait pas besoin. En tout cas, c'est pratique, ça permet d'avoir du typage. Parce que là, lorsque je vais appeler this cache dispenser, je vais l'appeler, je vais pouvoir bénéficier de la complétion, normalement. Oui, request cache. Du coup, ici, je vais pouvoir passer la carte. Le montant, donc on va mettre, c'est 20 €. On va vérifier ensuite que le compte est débité. Donc pour ça, je vais extraire le résultat. Donc on va ajouter la propriété result, qui est un return cache result. On va juste le mettre dans le bon sens. Voilà. Et donc là, pour vérifier que le compte est bien débité, on va faire this.result. Donc on va... alors oui, pour vérifier que le compte est débité, on a toujours le compte. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser le expect de Jest. Expect this account get balance. Et là, donc on avait 100 € sur le compte, on a retiré 20. Donc du coup, ça doit nous donner, on doit avoir 80 € qui nous restent. Voilà, ça marche. Alors on va juste voir qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas. Si ici je mets une valeur qui est erronée. Donc là, on a bien eu l'erreur que le framework de test nous a remonté. Donc là, c'est les assertions de Jest. Pour vous montrer ce que ça donne dans le rapport, je vais vous montrer le rapport. Donc le rapport ici apparaît en rouge, avec notre test qui est en erreur. Ce qui est cool, c'est qu'on va voir exactement l'étape qui est en erreur. Donc ça, c'est assez pratique. On va voir l'erreur ici. Voilà. On va voir la stack qui est, elle est pas formatée. Ça, il faut qu'on travaille dessus. Il faut que je modifie le rapport JGiven parce qu'il ne gère pas les sauts de ligne. En fait, je pense qu'il suffirait juste de mettre, à mon avis, c'est juste un problème de CSS. Il faudrait juste modifier la feuille de style pour mettre le wrap proprement. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on voit aussi les étapes qui ont été sautées. Et ça, c'est quand même assez pratique. Elles apparaissent en gris comme ça et on a un petit symbole d'interdiction, c'est-à-dire que ça n'a pas tourné. Donc ça, c'est assez commode. Donc on va le corriger. Et donc là, si on corrige, donc là, le test est passé. Et là, si je reviens à mon rapport, il faut que je rafraîchisse. On n'a pas d'erreur et le test est bien passé. Donc c'est assez commode. On va faire la suite. Vérifier qu'on a bien reçu du cache. Donc là, ici, on va prendre le résultat. This.result.dispense cached. Et là, on va faire un to be. Donc, on va vérifier qu'on a bien eu 20 €. OK. Ensuite, on va vérifier que la carte elle nous a bien été renvoyée. Carte return to be true. Ok, donc là c'est assez cool. Ce qui est bien, c'est que le test il se lit quand même plutôt bien. Donc c'est assez commode. Alors qu'est-ce qu'on veut si là on a un test où on a finalement que du français. On n'a pas du tout, enfin on a juste de l'anglais. Si on veut y mettre des valeurs. Par exemple, si on a envie de faire un test où ça va dépendre de la quantité d'argent qu'on a ou pas. Donc ce qu'on peut faire, en fait, ici, c'est passer directement un nombre. Donc, sauf que là, ici, si je le modifie,
il va me dire qu'il y a une petite erreur parce qu'il s'attendait à avoir un paramètre ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est partir de ça et on va lui dire si on demande 20 euros. Alors, pour ça, ce qu'on va utiliser, c'est le placeholder $, qui va permettre d'avoir au milieu de la phrase, ce qui va s'afficher, c'est the customer request 20 euros of cash. Et du coup, ici, en fait, le dollar va être interpolé et on va avoir 20 qui vont apparaître. Donc, il va falloir modifier ici, rajouter le paramètre amount. Donc là, on va le typer, on va dire que c'est un nombre. Et ici, on va le passer. Donc ça, c'est assez pratique. Et lorsqu'on génère le rapport, on va voir désormais la quantité apparaître. Donc ça, c'est assez commode. Alors, on va rajouter aussi ici, on va dire qu'on part d'un solde existant. The account is in credit of X euros. Et du coup, ici, on va modifier. On va mettre le balance. C'est un number. On va pouvoir le passer. Sauf que ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas modifié mon test ici. Je n'ai pas dit que j'avais 100 euros. Ok. Et donc là, du coup, on va voir les 100 euros qui vont apparaître ici. Alors, ce qui est assez pratique avec ça, c'est qu'on va pouvoir faire des tests paramétrisés. Et du coup, pour faire des tests paramétrisés, on va faire une structure un tout petit peu différente. Alors là, on a dit qu'il n'y a que 2 paramètres. Du coup, on va utiliser une fonction qui s'appelle parameterized, que je vais importer, mais je vais importer la version 2. Alors pourquoi la version 2? C'est parce qu'il y a 2 paramètres. Si vous avez l'habitude de faire... en fait, c'est un souci de typage. Si vous utilisez la version non typée, vous pouvez très bien appeler la méthode parameterized. Sauf que le parameterized 2, il a la garantie de prendre en premier argument un tableau de tuples avec seulement 2 paramètres. Donc là, pour l'instant, on va le laisser vide. Parameterized 2, je vais l'importer. Ici. On va l'importer ici. Et là, du coup, on va pouvoir passer tous nos paramètres. Donc, on va passer 100 et 20. Et cette fonction-là, la fonction de test, elle va pouvoir prendre des paramètres. Donc ici, on va pouvoir faire un premier paramètre qui est de type initial balance et un deuxième paramètre qui est cash requested. Alors, parce que c'est des tuples en fait, c'est un tableau de tuples. Ça te permet d'en mettre 2. Donc là, effectivement, c'était un peu bête d'en avoir qu'un seul, mais là, si on en met un deuxième, on va pouvoir vérifier d'autres cas. Ah oui, d'accord. Ah, c'est génial ça, par contre. Oui, par contre, si tu as besoin de 3 paramètres. Il faut utiliser le parameterize 3. D'accord. C'est juste que ça va jusqu'à combien? Ça va jusqu'à 8. Je me suis dit qu'au-delà de 8, il y avait un problème dans le test. 8. Euh, Dans ce cas-là, ça va jusqu'à 22. Hein. Du coup, ici, il ne faut pas oublier d'utiliser les valeurs qu'on a passées. Et donc là, qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, je ne suis pas sûr qu'on l'ait utilisé ici. Ça ne fonctionne pas. Ah bah oui, c'est dommage. Du coup, on va être obligé d'introduire un paramètre en plus. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est tricher, comme on n'a plus beaucoup de temps. Non mais on va introduire un paramètre en plus. Donc du coup, c'est the account is debited. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est le modifier. The account balance is. Et donc on va rajouter ici, on va mettre un troisième paramètre, the account balance is expected balance. Alors, on va le modifier ici.
expected balance, donc c'est aussi un nombre. OK, et là du coup ici il faut le passer en paramètre, du coup on va rajouter un troisième paramètre. Alors là j'ai le système qui va me dire attention, tu as une erreur de typage, parce que là en fait ici le expected balance, il lui manque une valeur, donc on va le passer ici en plus et normalement ça devrait résoudre le problème. Ouais. Ah oui, oui. Ok, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre to be greater than 0. Ouais, c'est un petit peu de la triche. J'ai pas tout modifié ici. Ouais, il faut que j'importe paramètre S3, exactement. Et là, normalement, ça devrait marcher. OK. Alors là, quand on a les tests paramétrés, on a le test, il est lancé 2 fois en fait par le framework, parce que c'est deux cas différents. Et si on affiche le résultat ici, on va voir un tableau ici. Donc le scénario reste le même, sauf qu'en fait les valeurs ici elles sont remplacées. On va avoir le nom des variables utilisées. Du coup, le scénario est toujours lisible. Par contre, donc ici, on voit en fait tous les cas et on voit les différents cas en erreur. Donc c'est assez pratique. Voilà à peu près. Alors les tests paramétrés, on peut les utiliser de façon très riche. Il y a un moment, il ne faut pas faire tout en paramétré. Il y a certains cas qu'on ne peut pas en faire en paramétré, sinon ça devient un peu compliqué. Par exemple, les tests paramétrés, c'est bien quand il y a des calculs. Quand il y a des comportements qui sont vraiment différents, souvent, en fait, par exemple, là, si on voulait tester une situation de découvert, on ne pourrait pas le faire ici, parce que ces trucs-là n'ont aucun sens. On ne pourrait pas mettre ensure cache is dispense. Donc du coup, on fera un autre test, probablement. C'est assez commode. Alors, il y a des choses qu'on peut faire. Donc là, comme on a des nombres, ça serait pas mal de pouvoir les formater. Parce que là, on a les montants, en fait, ici, ils apparaissent avec... c'est des toString JavaScript. Du coup, pour ça, on va les formater. Alors, pour ça, je vais être obligé de regarder la doc. Sur le formatage des paramètres. Et du coup, ici, on va construire un paraméteur formateur. Du coup, je vais le mettre ici. Alors, normalement, on le ferait dans un autre fichier. Build parameter formateur, je vais l'importer depuis JSGiven. Du coup, build parameter formateur, ça prend une fonction. Donc ici, ça va être un nombre qu'on va formater. Alors, pour formater un nombre en JS, on fait comment? Quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien compliqué ça. ToFixed. Ah, ça a l'air cool ça. Du coup, on va faire ça. ToFix2. Donc ça, on va l'appeler number formatter. Et du coup, comment on l'utilise? On fait ça en fait avec une annotation. Donc ici, on va mettre @number formatter. Et donc là, il faut passer le nom du paramètre. Alors pourquoi on est obligé de faire ça? En JGiven, on peut mettre en Java des annotations directement sur les noms des paramètres. On ne peut pas le faire en JavaScript. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien mettre mon number formatter, l'écrire comme ça. Mais en fait, avec les décorateurs JS, c'est pas possible. Du coup, on est obligé de nommer ça. Du coup, on ne le voit pas parce qu'en fait, ToFixed, ça marche qu'avec les nombres à virgule, c'est ça? Effectivement. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un nombre à virgule en entrée. Par exemple, là, si vous avez 1337,37 €. Ouais, il faut...
Ouais, il va falloir tout calculer. Ça va être un petit peu compliqué. Ce que je vous propose, c'est peut-être de changer l'implème. Au lieu de tout fixed. Ouais, on peut rajouter un signe euro, ça peut être pas mal. Du coup, ça on sait faire. Du coup, on va l'appeler Euro Formatter. Hop, donc là, normalement, ce test-là, ça devrait le faire. Hop. Oh oh. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai bien mis là. Hein. Oh oh, s'agirait-il d'un bug avec les... Ok, je vais juste tester avec... peut-être que c'est les scénarios paramétriques qui posent souci. Ouais, c'est les scénarios paramétriques qui posent souci. Ok, c'est un bug. Ok, bon, on va créer une issue tout de suite. Bon, en tout cas, voilà à peu près l'idée. Donc du coup, c'est assez facile de rajouter du formatage propre. Du coup, on va revenir à la présentation. Hop, je ne sais plus où est la présentation. Du coup, bon, bah, quelques autres features que je n'ai pas montrées. J'avais pas prévu de vous montrer les scénarios paramétriques, du coup je vous les montrais. Le formatage des paramètres, j'avais pas prévu de vous montrer, je vous les montrais. On peut faire des scénarios asynchrones, ça c'est assez cool. Alors le problème des scénarios asynchrones, c'est qu'en fait, dès que l'asynchronisme en JavaScript, on utilise les promesses ou async await. Le souci, c'est que moi je vous ai montré, c'est que tous les steps, bah, ils doivent renvoyer this. Du coup, c'était pas super pratique. Du coup, j'ai inclus un helper qui s'appelle doAsync qui vous permet de passer une fonction qui va être exécutée qui doit renvoyer une promesse. Et JSGiven s'assure que le scénario est bien exécuté, que les étapes asynchrones sont bien exécutées avant de passer à la suite. Du coup, c'est assez commode. Quand vous avez un scénario avec juste une seule étape qui est asynchrone, ben, vous n'êtes pas obligé d'avoir en fait d'avoir le zen dans tous les scénarios. Du coup, la logique d'asynchronisme ne vient pas polluer les scénarios. Et ça, pour moi, c'était assez important de le faire comme ça. Voilà, donc dans la roadmap, en ce moment, je suis en train de travailler sur les tags. Parce que pour l'instant, on ne gère pas encore les tags. Et les tags, c'est un sacré boulot parce qu'ils sont vraiment super pratiques dans le rapport JGiven. Donc c'est assez cool. Les attachments, ça c'est assez cool. Ça va permettre d'attacher dans le rapport des résultats de tests. Par exemple, je pense quand vous faites des tests end-to-end, de pouvoir mettre des captures d'écran dans le rapport. Donc ça peut être assez commode. Si vous faites de la génération de PDF, par exemple si vous générez des billets de spectacle ou des billets, ou je sais pas, des devis qu'on va envoyer à des clients, vous pouvez mettre au milieu de votre test qui teste toutes les règles métiers sur les devis, etc. À la fin, vous pouvez mettre un devis directement que les gens peuvent voir dans le rapport. Du coup, c'est assez commode. Et puis il y a pas mal de petites features que JGiven implémente qui ne sont pas encore dans JSGiven. Donc ça reste à faire. Voilà. En conclusion, l'important avant tout avec le BD, c'est pas juste les outils, hein, c'est avant tout une histoire de collaboration. Cet outil doit vous servir à collaborer. Choisissez l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, je vous propose JSGiven, qui est le pendant JavaScript de JGiven. Si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec Cucumber à écrire des scénarios manuellement, faites-le. Si vous avez plutôt envie, comme nous chez Fluo, d'utiliser du code, utilisez JSGiven. En gros, choisissez vraiment l'outil avec lequel vous êtes à l'aise. Alors, nous, comment on l'utilise chez Fluo? Donc, on est une startup dans le domaine assurantiel. Donc, le domaine de l'assurance, chez Fluo, qu'est-ce qu'on fait? Chez Fluo, en fait, on essaie de rendre l'assurance claire pour tout le monde. L'assurance, c'est un poste qui est assez important pour les Français. Et du coup, ce qu'on propose aux gens, en fait, c'est d'analyser leur contrat d'assurance et de scanner le marché et de leur proposer mieux. Du coup, on a pas mal de métiers, dans le domaine de l'assurance, où on a des règles métiers pour savoir est-ce qu'un contrat auto est bien ou pas selon les besoins du client.
Par exemple, une règle toute bête, c'est si une voiture elle a moins de 6 ans, il faut mettre en valeur le fait que l'assurance tout risque, c'est nécessaire. Si la voiture est trop ancienne, c'est inutile. Mais si elle a moins de 6 ans, c'est quelque chose d'utile. Ça, c'est une règle métier assez simple. Donc on a tout un ensemble de notations, en fait, ou tout un ensemble de règles qui permettent de noter un contrat d'assurance. Et donc on a utilisé JSGiven pour ça, pour toute cette partie-là. Et ça permet en fait que toutes les règles d'assurance, de les écrire sous forme lisible. C'est qui les écrit? Vous les écrivez, il y a des cérémonies, des moments. Quand est-ce que vous écrivez Pour l'instant, c'est surtout les développeurs qui les écrivent. Le métier n'est pas, pour l'instant, n'a pas complètement mis la main dedans. En fait, ça les intéresse. Eux, ils sont très très contents qu'on ait pris la main dessus. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que chez Fluo, le métier, c'est vraiment des gens de formation d'école d'assurance. Et peut-être une erreur qu'on a fait chez Fluo, c'est de faire les scénarios en anglais. Peut-être qu'on aurait dû les écrire entièrement en français. Parce que ça amène une barrière. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ils ne se sont pas appropriés encore vraiment les rapports. Donc ils ne se sont pas appropriés les rapports. Nous, en tout cas, pour l'instant, je dirais, on communique pas, on fait des réunions avec eux. On n'écrit pas tous les scénarios avec eux. On les laisse dans leur coin faire souvent du Excel. Donc toutes les règles de scénario, ils les ont plutôt faites dans du Excel et nous, on les a transcrites en scénario. Eux aussi n'avaient pas la logique Gherkin. Ce n'est pas quelque chose qui était facile pour eux. Et justement, le fait de faire de les écrire d'abord en texte, ça peut aider ça. Enfin, ici, il y a déjà eu un XKE, c'était Yannick Ratzinger qui avait fait un truc chez SFR. Il avait bossé avec sa maîtrise d'ouvrage en BDD et du coup, elle s'était approprié complètement le truc parce qu'elle avait aimé les rapports et surtout, ils bossaient ensemble les scénarios en mode texte. En fait, juste de temps en temps, du coup, il disait, une fois qu'il avait compris, juste de temps en temps, il disait non, faut formuler la phrase plus, la tourner plus comme ça, si tu veux que ça marche, mais sinon, en dehors de ça, du coup, elle avait bien compris, les Given Wenzen, elle enchaînait les textes et tout ça, et après, derrière, le framework disait que c'était super simple de traduire ça en test, c'est la partie, c'est juste la partie collaboration peut-être qui peut manquer, la vue qui peut manquer, pour que justement des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de l'informatique puissent adhérer Ouais. Nous, on n'a pas complètement pris le temps de faire ça. C'est plutôt nous, développeurs, qui poussons ça. Et on a plutôt envie, je dirais, de leur amener, je dirais, leur faire comprendre la richesse de ça. Régulièrement, ils viennent nous voir, nous demander, mais c'est quoi là ce qui a été implémenté? Ils ne comprennent pas forcément. Et du coup, nous, on a plutôt envie de venir vers eux. Ouais, pour l'instant, clairement, on n'est pas optimal là-dessus sur notre force. C'est vachement orienté développeur en fait. Ouais. En gros, tu vas plus aller discuter avec le gars du métier pour lui dire ok, tu veux que je t'écrive quoi? Tu peux pas le laisser écrire quelque chose, tu vas souvent envoyer un code. Bah, la collaboration. Ouais, c'est ça, le mode texte, c'est dire lui apprendre à écrire un truc en Given Wenzen, c'est. Pour répondre à ça, en fait, pas forcément. C'est vraiment l'idée de collaborer en fait. Le biais que tu as des fois avec les Tumblr et les outils en contexte, on te dit bah, c'est du texte donc le métier peut l'écrire. À la rigueur, peu importe que ce soit toi qui l'écris, si tu as collaboré avec le métier, Oui. t'assurer que tu as la même compréhension. Oui. Et le chiffre dont parle Florence, c'est effectivement un chiffre plus dur, mais on a du cas à la SDIM aussi. Et on a commencé à le faire en tant que développeur, c'est-à-dire essayer de traduire ce qu'on avait compris du métier. Et une fois que les business analysts ont vu un peu ce que ça pouvait leur apporter en termes de rapport, de compréhension, et une fois qu'on a pris le temps de faire les premières séances de collaboration avec eux, ils sont très vite rentrés dedans. Mais c'est très difficile de les convaincre de sortir de leur stage. Ou alors, c'est les mecs qui font ça depuis 10 ou 15 ans, c'est vraiment un chiffre compliqué à faire. ok. Juste pour conclure, donc quelques références. Voilà. J'ai beaucoup aimé l'introduction de Dan North sur le BDD, qui est très riche. Le talk de Clément et Marie-Laure, joué à Devox l'année dernière, allez le voir, il est vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'il parle beaucoup mieux que nous du BDD. Et puis il y a un talk que j'avais bien aimé sur la documentation vivante de Cyril Matrer l'année dernière à Devox. Donc voilà. Je vous remercie.